Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Deux intervenants histoire, c'est la relève de nos Kofi Gomez et tous nos scientifiques. Je vais leur mettre un coup de pression pas possible. Ils me détestent. Allez messieurs, du courage. Prenez place, vous avez des micros. Mettez-vous quand même côte à côte. Rebondir sur ce que tu avais à manger, c'est le grand frère qui est là-haut. C'est bon, donc tu lui fais signe. Hugo? Donc, on commence par Horus. Horus est un jeune écrivain, n'est-ce pas, qui va bientôt sortir sa première publication, son premier opus, je dirais, et qui porte en fait sur notre ancestralité. Et par rapport à ce qu'il a écrit, je lui ai demandé de répondre à une question, parce qu'en fait, c'est des choses qui reviennent sur les réseaux sociaux, et peut-être même entre nous au niveau de nos discussions. Quand on parle d'ancestralité, d'histoire africaine, bien souvent les plus sceptiques, ou en tout cas ceux qui sont les plus délétères, vont vous sortir des phrases du style « mais si c'était si bien avant, vous nous parliez des ancêtres, de qu'on était avancé, ceci, cela, comment ça se fait qu'on soit tombé aussi bas ?» Voilà. Ce à quoi je lui ai demandé de répondre. Horus, c'est à toi. Alors, Otep à tout le monde, Otep à toute la famille. Je tiens juste à dire que Otep veut dire paix. Hein? Donc que la paix soit sur chacun de nous qui a pris la peine de se déplacer cet après-midi pour cette assise. Et bienvenue à tous. Bienvenue. Juste pour répondre à la sœur, en rapide, pour lui dire que nous, on n'est pas, personne ne prétend être la relève des icônes, hein, comme les Cheikh Anta Diop, les Marcus Garvey, les Kalala Omotoumé, le professeur Kofi Gomez, que je salue. Donc toutes ces personnalités-là, sans oublier tous les autres qui sont dans la lutte de la conscience historique. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous sommes tous d'accord qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Certains historiens appellent ça l'accident de l'histoire. L'accident. Il s'est passé un accident dans notre histoire, dans l'histoire du peuple noir. D'où ce qu'il en est résulté de ce qu'on voit aujourd'hui. Je n'ai pas cité le professeur Théophile Obienga, par contre, c'est le doyen. Donc voilà, et tous les autres. Donc, la sœur, elle parlait du fait qu'il y a une thématique sur laquelle je développe dans ce manuscrit. Alors le livre n'est pas encore sorti, hein. Il sortira peut-être bientôt. Il faut voir encore les finalités, la conclusion avec la maison d'édition. Le livre sera intitulé le déclin des royaumes africains. Pourquoi je parle du déclin? Alors qu'il faut parler de l'apogée. Pourquoi est-ce que je parle du déclin? C'est parce que, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, s'il y a eu cette ascension, s'il y a eu ce mérite, s'il y a eu ce qu'on appelle la civilisation même, le mot civilisation, on a
Parfois, on le dit comme ça, mais s'il y a eu cette civilisation, avec tout ce qui a été apporté comme science et savoir, pourquoi est-ce que notre peuple a autant régressé? Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un accident. Je ne vais pas monopoliser la parole, parce que j'ai aussi envie d'échanger avec le public sur ce thème. Donc voilà, je vais passer le micro à mon frère, Dana, qui se présente aussi. Alors, peut-être tout le monde. Peut-être. Alors moi je suis Rocanji Polycarpe. Je suis de nationalité africaine. Certains doivent se dire qu'est-ce qu'ils racontent. Mais ouais, je suis de nationalité africaine. Je suis juriste de formation, passionné d'histoire et entre autres cofondateur du jeune média panafricain Kachoba. De me qualifier ainsi, simplement, je suis, on va dire, passionné d'histoire et donc à force de lecture, à force de recherche personnelle, je me suis fait un relais de l'histoire de mon peuple auprès de ceux qui ne savent pas et qui aimeraient savoir. Et donc, je fais ce travail à travers le média Kachoba. Dans quel contexte ce média est né? Donc, avec un ami, on est parti du constat que très souvent, les vidéoconférences ou les ouvrages que proposent certains éminents scientifiques que mon frère a cité tout à l'heure, eh bien, étaient soit trop compliqués, soit trop longs, donc indigestes, pour des profanes, pour un public profane. Et donc l'idée a été de démocratiser un peu cette riche connaissance pour que ceux qui ne savent pas puissent avoir accès à leur histoire, puissent s'imprégner de cette histoire-là et s'épanouir totalement. Donc aujourd'hui, nous allons simplement parler d'histoire. Je vais être simple dans mon propos, parce que je ne suis pas historien. Je suis un vulgarisateur, si je puis utiliser ce terme. Et donc nous allons parler de l'histoire de deux continents que vous connaissez très bien. Le continent africain et le continent européen, celui sur lequel nous sommes. Alors comme certains sans doute le savent ici, je suis sûr qu'il y en a qui ne le savent pas, donc je m'adresse particulièrement à ceux qui ne le savent pas. Avant les déportés de l'esclavage, avant les tirailleurs sénégalais, avant les immigrés, avant les Noirs de banlieue, avant même les soi-disant Français de souche, eh bien le continent européen, celui sur lequel nous sommes, a été peuplé par des Noirs. Donc là, vous allez me dire, oui, vous dites ça, mais vous vous basez sur quoi? Donc on va s'appuyer sur deux réalités scientifiques. La première, c'est que il est admis aujourd'hui, communément admis, que l'humanité est née en Afrique. Ça ne fait plus de débat dans le monde scientifique. La deuxième réalité, c'est que la scientifique, c'est que la nature ne crée pas deux fois la même espèce dans des espaces géographiques totalement différents. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces deux réalités scientifiques? C'est que cet homme-là, cette espèce humaine qui est née en Afrique, eh bien, elle n'a pas pu naître ailleurs qu'en Afrique, tout simplement parce que la nature ne crée pas deux fois la même espèce dans des espaces géographiques totalement différents. Donc, là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il y a des Noirs en Chine, des Noirs en Afrique, des jaunes en Chine et des Blancs en Europe? Bien, il faut savoir que cet homme qui est né en Afrique, là, la nature lui était tellement favorable, la nature l'a épargné en fait d'avoir le souci de ses besoins primaires. Ils étaient déjà comblés. Donc cet homme-là, plutôt que de chercher à manger, il avait d'autres besoins. Il avait besoin de penser. Il avait besoin
d'imaginer, il avait besoin de concevoir. Il n'avait plus besoin de penser à manger seulement parce que la nature lui était favorable. Et donc, dans ses pensées, dans sa façon de concevoir, il a pu observer les astres. Et cet homme-là a pu concevoir, en observant les astres, un calendrier. Ce même homme, vu que la nature lui était favorable, s'est sédentarisé. Et donc, il a pu concevoir l'agriculture. Et il a conçu plein de choses comme ça. Et parmi les choses qu'il a conçues, il a aussi conçu des outils de navigation, des outils de voyage qui lui ont permis d'explorer le monde. Et dans le monde qu'il a exploré, eh bien, il y avait le continent européen. Et donc, l'homme africain qui sort d'Afrique pour s'arracher à la nature, il sort d'Afrique pour explorer le monde, eh bien, il arrive en Europe, maintenant, c'est daté de plus de 700 000 ans. On parle même de plus d'1 million d'années, puisque un site a été découvert dans le sud du Caucase, et ce site-là situe l'arrivée des Africains en Europe à plus d'1 million d'années. C'est le site d'Amnissi, pour ceux qui veulent savoir. Et donc cet homme-là, il arrive en Europe pour explorer ce continent, et il va faire face à une situation assez difficile, une période de glaciation. Une période de glaciation qui aura duré 100 000 ans. Et donc, dans cette période de glaciation-là, l'homme africain qui vivait avec toute la bonté de la nature va devoir faire face à d'autres problèmes. C'est-à-dire que cet homme-là ne pourra pas penser à autre chose qu'à ses besoins, qu'à répondre à ses besoins primaires. Parce que la nature, dans cette période de glaciation, ne lui est pas favorable. C'est-à-dire qu'il doit se battre pour manger. Et il ne peut penser qu'à ça. Donc cet homme-là, et c'est pas un jugement, va s'abrutir en fait. Parce qu'il va arrêter de penser. Il va arrêter d'imaginer. Et donc, pour les quelques scientifiques qui sont là, vous savez très bien que la nature conditionne l'être humain. Et donc cet homme-là, sa peau va changer. Parce qu'il y a moins de soleil, il va arrêter de produire de la mélanine. Cet homme-là va changer son régime alimentaire, et donc il va changer en réalité totalement sa morphologie. Et aujourd'hui, on retrouve même des ancêtres d'Européens qui sont noirs, mais avec des yeux bleus et des cheveux frisés. Yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'Histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Je crois qu'il y a un petit problème d'image. Inhabituel de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'1 siècle dans les gorges de Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille, et avec les progrès du séquençage génétique, ont abouti à ce résultat bien différent. Alors, donc, cet homme-là, comme vous le voyez, donc, a changé sa morphologie, c'est-à-dire qu'il y a eu une mutation génétique qui a fait qu'il changeait. Et il n'a pas changé que physiquement. Il a aussi changé dans ses comportements. C'est-à-dire que l'environnement est hostile, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, donc il va développer des réflexes différents. Et parmi ces réflexes-là, il va développer l'individualisme. Parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, c'est un réflexe de survie. Je garde ce que j'ai pour moi. Parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, il va développer des réflexes de défense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, on est susceptible de m'attaquer, donc je vais le défendre. Et parfois, c'est des réflexes de défense
offensive, j'attaque pour ne pas me faire attaquer. Parce que encore cette nature est ingrate, il va développer d'autres réflexes, notamment des réflexes de conquête, toujours à la recherche de territoires plus favorables à son territoire. Et donc il va développer des réflexes de conquête qu'on vit encore aujourd'hui, parce que le paradigme est ancré en nous. Et donc vous imaginez bien que ce choc de paradigme entre l'Africain qui vivait dans une nature favorable, qui était paisible, calme, serein, et l'Européen qui vivait dans un environnement plus hostile, et donc qui a développé tous les réflexes que je vous ai cités, eh bien ce choc-là ne peut que faire des dégâts. Et c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui. C'est simplement les conséquences de tout ce qui a pu se passer avant. Et je vais même vous donner un exemple quand moi j'étais étudiant. Je revenais de mon Afrique natale, imprégné de toute mon histoire. Et lorsque je suis arrivé ici, je me suis fait un ami français qui m'a invité boire un café. Bon, déjà, au pays, en général, on ne t'invite pas à boire un café, quoi. On ne connaît pas trop le café, qu'est-ce que je vais faire avec un café. En gros, on m'invite manger au pays où, voilà, on t'invite pour un truc sérieux. Donc lui, il m'a invité boire un café, je me suis dit, là, il est sympa, je vais aller boire un café. Et donc on est allé, et vous savez qu'au pays, quand on dit on t'invite, tu sais qu'on n'a déjà rien à payer, quoi. C'est le gars qui va te payer ta bouche, ou en tout cas il t'invite. Sauf que moi j'avais ignoré que mon frère français était totalement dans un autre paradigme. Donc quand on arrive dans le fameux café, on boit le café, et puis au moment de payer, il sort 1 euro, à l'époque ça coûtait 1 euro, et puis moi j'attends qu'il paye mon café, parce que je n'avais pas prévu de le payer, et puis j'étais fauché à l'époque, j'avais même pas 1 euro. Et il paye son café, et il me regarde, donc j'étais un peu confus, et il a compris que j'avais rien, et du coup il a difficilement payé mon café. Et puis le lendemain, à 8h, il est revenu, il était très sympa, hein, pourtant, mais il est revenu me demander ses 1 euro. Et là j'ai dit, ouais, voilà un choc de culture. Je lui ai donné 10 euros pour l'histoire, hein, comme ça, bon, voilà, c'est mon paradigme. Et là on voit les conséquences un peu de l'environnement, ça n'a rien à voir avec les sentiments, c'est simplement la science. C'est la nature. Et si tout le monde pouvait prendre conscience de ça, ça résoudrait pas mal de problèmes. Donc au final, on est très éloigné culturellement, je parle de nous, Africains et nos frères européens, on est très éloigné culturellement, mais tellement proche historiquement qu'on ne pourra pas faire sans eux. C'est clair qu'il faudra se protéger parce que nous sommes agressés, mais à un moment donné, il faudra qu'on compose avec nos frères européens parce que c'est simplement l'humain. Voilà, j'en ai fini.